À l'anniversaire de ma mère, je suis arrivé avec une lettre manuscrite de mes enfants dans une petite boîte cadeau. Ma sœur a levé les yeux au ciel et a dit, « Il faut toujours que tu sois le sentimental. » Ma mère a simplement dit, « Pose-le et assieds-toi là-bas. » J'ai hoché la tête, je l'ai posé et je suis parti. 20 minutes plus tard, mon frère m'a envoyé un texto, « Pourquoi sa carte a-t-elle été refusée au restaurant ?» 1 heure plus tard, mon père tambourinait à ma porte. J'ai ouvert et j'ai vu. Je crois que le moment où j'ai réalisé qu'il ne s'était jamais vraiment soucié de moi ou de mes enfants a été la seconde exacte où ma mère a regardé la boîte cadeau dans mes mains et m'a dit de simplement la poser et de m'asseoir là-bas. Pas un sourire, aucun intérêt pour ce que ses petits-enfants lui avaient fait. Juste ce ton froid et familier qu'elle me réserve, comme si j'étais l'inconvénient de la famille qui continue de se présenter sans y être invité. Le truc, c'est que je n'en ai pas fait trop. Je n'essayais d'impressionner personne. Je voulais juste faire quelque chose de significatif. Evan, mon fils de 11 ans, était resté éveillé la veille pour écrire une lettre qu'il n'arrêtait pas de réécrire parce qu'il voulait qu'elle soit parfaite. Il l'appelait la reine du Coblé et lui disait à quel point ses histoires lui manquaient. Nora, qui a 7 ans, a passé 2 heures à dessiner cette image d'elle et de sa grand-mère en train de planter des jonquilles. Ils étaient si fiers, et j'étais fier d'eux. Alors, oui, j'ai acheté une jolie boîte en bois sculpté pour tout y mettre. J'ai ajouté une paire de boucles d'oreilles vintage que j'ai trouvée chez un bijoutier dans le Maine, celle que je me souviens avoir vu ma mère pointer du doigt dans un vieux catalogue Sears, et j'ai inclus une carte Visa prépayée de $800. Ce n'était pas pour me vanter, juste quelque chose d'utile, car je me souvenais qu'elle s'était plainte l'année dernière de ne jamais rien recevoir qu'elle puisse réellement utiliser. Je suis entré dans le restaurant en portant la boîte et j'ai immédiatement vu les yeux de Mélanie se lever au ciel. Elle portait un de ces blazers qui coûtaient probablement plus cher que le paiement de mon hypothèque, assise au centre comme si elle était l'invitée d'honneur. Ses enfants étaient déjà à la moitié de leurs assiettes, bruyants et désordonnés, et personne ne semblait s'en soucier. « Il faut toujours que tu sois le sentimental », a-t-elle dit. Pas à moi, mais assez fort pour que je l'entende. Daniel a levé les yeux de son verre de vin, m'a fait un signe de tête comme si j'étais le serveur. Maman n'a même pas tendu la main vers la boîte. Elle n'a pas demandé ce qu'il y avait dedans, elle m'a juste regardé, puis a regardé le siège vide au bout de la table. « Pose-le et assieds-toi là-bas. » J'ai hoché la tête. Je l'ai posé juste en face d'elle. Et puis je suis sorti. Pas de manière dramatique, en partant en trombe. Je n'avais juste plus envie de faire semblant. Aucun d'entre eux ne m'a appelé. Personne ne s'est même levé pour voir ce qu'il y avait dans la boîte. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à une station-service à 20 minutes de là. Je suis resté assis à regarder le pare-brise, observant un couple se disputer à propos d'un ticket à gratter sur le parking. Je ne me sentais même pas triste, juste déçu de moi-même d'avoir pensé que cette fois-ci pourrait être différente. Puis mon téléphone a vibré. « Daniel, pourquoi sa carte a-t-elle été refusée au restaurant ? » Pas de B, ça va ? Pas de où es-tu allé ? Juste ce ton brutal et accusateur, comme si c'était une sorte de coup monté pour les humilier. Je n'ai pas répondu, je suis resté à regarder l'écran. 1 heure plus tard, des coups forts à la porte m'ont sorti de ma torpeur. J'ai ouvert et j'ai trouvé mon père debout, la boîte cadeau à la main comme si c'était des ordures qu'il retournait. Il avait l'air furieux. « Tu trouves ça drôle ? Tu lui as donné une fausse carte. Elle a essayé de payer avec et elle a été refusée juste devant tout le monde. » Je n'ai rien dit, j'ai juste tendu la main pour prendre la boîte. Je l'ai ouverte. La lettre d'Evan, le dessin de Nora, mais la carte avait disparu. Je l'ai activée hier. Solde complet, ai-je dit. C'est tout ce que j'ai pu dire avant qu'il ne se retourne et ne s'en aille. Pas de question, pas de place pour une explication, juste une pure accusation et du dégoût, comme s'il était impatient de croire le pire de moi. Et me voilà, debout sur le seuil de la porte, tenant cette boîte à moitié vide d'amour dans laquelle mes enfants avaient mis tout leur cœur, sachant très bien qu'elle n'avait jamais eu la moindre chance. C'était ça, le moment. Pas le restaurant, pas le commentaire narquois de Mélanie. Pas même l'indifférence de maman. C'était de me tenir là, tenant cette boîte, en réalisant qu'il n'avait pas perdu le respect pour moi. Il ne l'avait jamais eu au départ. Le lendemain matin, alors qu'Evan et Nora dormaient encore, j'étais assis à la table de la cuisine et j'ai appelé le numéro au dos de la carte Visa. J'ai donné les détails et j'ai attendu. La voix automatisée m'a indiqué le solde, $800. Puis j'ai demandé à parler à quelqu'un, juste pour être sûr.
Après quelques minutes, un homme nommé Joël a confirmé qu'elle avait été activée. Pas de blocage, pas d'alerte. Je lui ai demandé de vérifier si quelqu'un avait même tenté de l'utiliser. Il a dit, non, aucune tentative. Ni au restaurant, ni nulle part ailleurs. Alors, je suis resté assis là, le téléphone encore chaud dans ma main, à regarder la boîte comme si elle pouvait changer les faits. Il n'avait même pas essayé la carte. Pas une seule fois. Elle n'a pas été refusée, elle a été ignorée. L'histoire qu'ils ont racontée ma mère l'attendant au serveur, l'embarras, la fausse sympathie de Mélanie, rien de tout cela n'est arrivé. Ils avaient juste besoin d'une raison pour transformer un moment d'effort en quelque chose de honteux. Et ils n'ont jamais lu les lettres. N'ont jamais mentionné la note d'Evan ou le dessin de Nora. Je le savais aussi. Je n'ai pas dit à mes enfants ce qui s'était passé. Evan n'arrêtait pas de demander si grand-mère avait aimé la partie où il disait que son gobelet était meilleur qu'un gâteau. Nora voulait dessiner une autre version de son jardin, mais avec un chat cette fois. Je leur ai dit que nous parlerions bientôt à grand-mère, mais je savais déjà que nous ne le ferions pas. Cet après-midi-là, Daniel m'a envoyé un texto. Nous lançons un café en octobre. Papa a dit que tu es toujours partant pour le capital? Le café était cette vieille idée dont il parlait depuis des années, un petit endroit confortable en centre-ville, soi-disant inspiré par le rêve de maman de posséder une boulangerie, bien que je doute qu'elle ait jamais cuisiné quelque chose qui ne vienne pas d'une boîte. Il me voulait comme investisseur principal. J'avais bien réussi ces dernières années, et il le savait. J'étais le pari sûr, silencieux, peu exigeant. Ils auraient l'argent, l'entreprise et tout le mérite. Mais je n'avais pas encore viré $1. Je n'avais rien signé. J'étais censé finaliser les documents la semaine suivante. Au lieu de cela, j'ai laissé le texto de Daniel sans réponse. Plus tard dans la nuit, un message de groupe est apparu. Mélanie, bien sûr. Merci à tous pour ce charmant dîner. Un merci spécial à papa pour avoir payé l'addition après le petit contretemps. Visage souriant avec yureur. Daniel a ri à cela. Ma mère a laissé un emoji cœur. Moi? J'ai regardé ça pendant 1 minute. Puis j'ai ressorti la boîte, je l'ai ouverte lentement comme si elle pouvait encore contenir de la magie. Nora s'était dessinée tenant la main de ma mère, toutes les deux avec des sourires ridicules et des yeux immenses. La dernière ligne de la lettre d'Evan avait été raturée et réécrite 5 fois. Il s'était assuré qu'elle se terminait par « Je t'aime, même si je ne te vois pas beaucoup ». Je suis resté assis là un moment avant de renvoyer un message à Daniel. Changement de plan. Je me retire du projet de café. Un imprévu. La réponse est venue instantanément. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu avais dit que tu étais partant à fond. Je n'ai pas répondu. Il a appelé. J'ai regardé l'écran s'allumer et s'éteindre. Puis de nouveau. Puis Mélanie. Puis maman. Aucun d'entre eux n'a laissé de message vocal. Les textos qui ont suivi sont passés de confus à passif-agressif à carrément furieux. Daniel, tu fais capoter tout ça pourquoi? Un malentendu au dîner. Mélanie, nous ne pouvons pas continuer à nous accommoder de tes crises émotionnelles. Nous accommoder? Ce mot m'est resté sur l'estomac comme une pierre. Ils n'allaient jamais voir mes enfants comme faisant partie de leur famille. Pas vraiment. Pas comme les enfants de Mélanie qui ont droit à des soirées pyjama, des fêtes d'anniversaire et des photos sur le frigo. Alors, j'ai arrêté de répondre, j'ai retourné mon téléphone. Ils avaient clairement fait savoir que je ne faisais pas partie de leur plan. Alors, maintenant, je ne faisais plus partie des leurs non plus. Cela a commencé presque immédiatement. Le ton de tout a changé comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et décidé de faire comme si les derniers jours n'avaient jamais eu lieu. Daniel a appelé le premier, le matin. Sa voix était calme, enjouée, comme si nous prenions juste des nouvelles autour d'un café. Aucune mention de la carte, aucune mention de mon départ, juste un argumentaire désinvolte comme si rien ne s'était mal passé. Et mec, je pensais encore au café. On veut vraiment ton avis. Ça devrait être une affaire de famille à part entière, pas juste une question d'argent. Tu sais, tes idées, ton ambiance, même les enfants, ils pourraient avoir un coin à eux ou quelque chose. En faire un véritable héritage. Le mot héritage était censé adoucir les choses. Je pouvais entendre à quel point il s'efforçait de paraître chaleureux. Puis Mélanie a texté. Je voulais dire ce truc de carte comme une blague. On s'amusait juste.
Tu sais comment je suis. Mais sérieusement, j'adorerais utiliser le dessin du jardin de Nora pour un mur de fresque. Tellement mignon. Le dessin de Nora était froissé au fond de cette boîte quand je l'ai trouvé. Il ne l'avait même pas touché. Et maintenant, soudainement, il était tellement mignon. Puis ce fut le tour de ma mère. Elle n'a pas texté. Elle a appelé. J'ai laissé sonner 3 fois avant que ça ne passe à la messagerie vocale. Puis elle a rappelé. À la 3e tentative, elle a laissé un message. Alex, chérie, je pense qu'il y a eu un malentendu. Je ne veux vraiment pas que les choses prennent des proportions démesurées. Ce café est quelque chose que j'ai toujours voulu. Ton père et moi en avons parlé hier soir, et nous aimerions avoir ton soutien total. Pas seulement financièrement, mais de toutes les manières. Appelle-moi. Pas une seule fois elle n'a demandé des nouvelles d'Evan ou de Nora. Pas une seule fois elle n'a mentionné les lettres qu'ils avaient écrites ou le fait que j'avais quitté son dîner d'anniversaire sans un mot de personne. Cet après-midi-là, j'étais dehors dans le jardin à arracher les mauvaises herbes, ayant besoin de faire quelque chose de physique juste pour ne pas exploser. Mon téléphone a de nouveau sonné, un numéro inconnu. Cette fois, j'ai failli ne pas décrocher, mais je l'ai fait. Alex, c'est Linda. Il m'a fallu une seconde pour la reconnaître. L'amie de longue date de ma mère. Elle était à la plupart des réunions de famille quand j'étais enfant, toujours celle qui me donnait en douce une 2e part de tarte quand maman ne regardait pas. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Je voulais juste te dire quelque chose que tu soupçonnes probablement déjà, a-t-elle dit. Ils étaient à un brunch hier. J'étais à la table. Ton nom est venu sur le tapis. Elle a hésité. Mélanie a dit que tu n'avais pas encore envoyé l'argent, et elle a dit, on a juste besoin de le garder de bonne humeur jusqu'à ce que ça passe. Puis ils ont tous commencé à parler de comment te faire sentir inclus juste assez longtemps. Ce n'était pas subtil, Alex. C'était affreux. Je n'ai pas dit grand-chose. Je n'en avais pas besoin. Elle a terminé l'appel en disant, je sais que je vais probablement me faire réprimander pour t'avoir dit ça, mais je ne pouvais pas garder ça pour moi sans rien dire. Tu es un bon père. Toi et tes enfants méritaient mieux. Après avoir raccroché, je suis rentré, j'ai versé un verre d'eau et je me suis assis à la table en regardant mon téléphone. Puis j'ai tapé un message à Daniel. J'ai décidé de ne pas faire partie du projet de café. Je vous souhaite tout le meilleur avec ça. L'accusé de lecture est apparu en quelques secondes. Puis les points de frappe. Puis ils ont disparu. 5 minutes plus tard, il a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis Mélanie. J'ai laissé sonner. Puis ma mère de nouveau. Ils étaient rapides. La panique se propage vite quand l'argent est en jeu. À la tombée de la nuit, j'ai reçu un courriel de mon père. 3 phrases. C'était le rêve de ta mère. Tu as laissé tomber tout le monde. J'espère que tu es fier. Pas un mot sur les mensonges, la fausse histoire de la carte, la façon dont il m'avait humilié devant les cadeaux de mes enfants. Juste un voyage de culpabilité enveloppé de sentiments de dû. Je n'ai pas répondu. Ils avaient clairement montré où nous en étions. J'ai juste finalement fini par les croire. Je pensais que me retirer des plans du café serait la fin de l'histoire. Ils seraient en colère, bien sûr, lanceraient peut-être quelques voyages de culpabilité, puis passeraient à autre chose. Mais je leur ai accordé trop de crédit. J'avais oublié ce qui se passe quand on arrête de jouer le rôle qu'ils vous ont assigné, quand on arrête d'être utile. Les textos continuaient d'arriver. Daniel, il ne s'agit pas seulement de toi. Ne rends pas les choses laides. Mélanie, tu penses que ça aide tes enfants? C'est qui tu veux être pour eux? Puis un de mon père, court et direct. Règle ça d'ici dimanche. Réunion de famille. Sois là. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne n'a demandé ce que les enfants pensaient ou comment ils géraient tout ça. Pour eux, il ne s'agissait pas de ce qu'ils avaient fait. Il s'agissait du contrôle qui leur échappait. J'ai ignoré les messages. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, ce qui m'a complètement pris au dépourvu, c'est la rapidité avec laquelle ils sont passés du silence froid à des représailles en règle. Ça a commencé petit. Une alerte étrange de ma banque disant que mon compte professionnel était temporairement gelé, une retenue administrative signalée en raison d'un conflit de revendication de propriété. J'ai immédiatement appelé mon avocate.
Elle a creusé et a découvert que quelqu'un avait soumis des documents remettant en question la légitimité de ma société à responsabilité limitée, LLC, une LLC à laquelle Daniel avait été brièvement lié des années auparavant lorsque je l'avais aidé avec une opération immobilière ratée. 2. Il n'avait jamais retiré son nom des documents secondaires. J'avais complètement oublié, mais lui, clairement pas. Mon avocate était calme mais directe. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un a fait ça intentionnellement, et il savait exactement quoi envoyer pour créer un délai. Cela a retardé 2 paiements de clients. J'ai dû passer des appels, m'excuser, réorganiser les choses. C'était un coup dur. Pas un gros, mais c'était personnel. Cette nuit-là, j'ai de nouveau reçu un appel de Linda. Je n'allais plus m'en mêler, a-t-elle dit, mais tu devrais savoir que Mélanie s'en vante. Elle a dit à quelqu'un au brunch que si tu ne voulais pas jouer gentiment, il te rendrait la vie financièrement plus difficile jusqu'à ce que tu reviennes en rampant. Ces mots. Ils ont ri. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas blessé. Je me sentais calme, comme si une ligne avait finalement été franchie. Et je n'ai même pas eu besoin de réfléchir à ce qui allait suivre. Dimanche est arrivé. Leur soi-disant réunion de famille. Je ne me suis pas présenté. À la place, j'ai envoyé un seul message, cette fois directement à mes parents. Je ne viens pas. Je sais ce qui a été dit. Je sais ce qui a été fait. Je ne jouerai plus le jeu. Vous pouvez avoir votre entreprise, vos brunchs, vos projets. Mais à partir de maintenant, vous le ferez sans moi et sans mes enfants. Nous sommes sortis. Le message a été livré. Non lu. Les heures ont passé. Puis ma mère a appelé. J'ai laissé sonner la première fois, puis la seconde. À la troisième, j'ai décroché. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a dit, si tu choisis cette voie, toi et tes enfants ne faites plus partie de cette famille. Tu es parti. Nous ne t'avons pas poussé. J'ai dit, d'accord. Puis elle a ajouté quelque chose d'autre, quelque chose de si tranchant que je ne l'ai réalisé qu'après avoir raccroché. Nous allons réviser les choses légalement. À partir de ce moment, nous ne reconnaissons que les enfants de Mélanie. Ce sont nos petits-enfants. Le reste est terminé. Je n'ai pas répondu. Je suis allé dans le salon où Evan et Nora jouaient à un jeu de société par terre. Je me suis assis avec eux, essayant de sourire, mais ils ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Evan a demandé si nous allions bientôt revoir grand-mère. Nora a dit qu'elle voulait montrer à grand-mère son nouveau dessin d'un chien avec des lunettes de soleil. Je ne savais pas quoi dire. Je les ai juste serrés contre moi. Nora a commencé à pleurer la première. Evan a suivi, essayant de se retenir. Je n'avais pas de réponse, juste des bras pour les entourer et une promesse que je me suis faite silencieusement là, par terre. Cette porte est fermée pour de bon. Après cet appel, je ne m'attendais plus à avoir de leurs nouvelles. Ni bientôt, ni jamais. J'imaginais qu'ils s'en tiendraient à ce que ma mère avait dit, que nous en avions fini, que nous étions exclus. Mais quand on a affaire à des gens qui ne voient de la valeur chez les autres que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils ne vous laissent jamais vraiment partir. Pas complètement. 3 jours se sont écoulés sans un mot. Puis soudain, un courriel est arrivé de mon père. Objet, concernant la succession. J'ai failli rire. À l'intérieur, c'était un message poli et stérile sur la mise à jour des testaments et la formalisation des limites familiales. Il disait qu'à l'avenir, Mélanie et ses enfants seraient les principaux bénéficiaires. Il n'y aurait aucune disposition future pour les descendants non engagés. Je me suis adossé et j'ai regardé ça. Ce mot, non engagé, comme si nous étions une œuvre de charité qu'ils avaient décidé de ne plus parrainer. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Je pensais que ce serait tout. Mais le vrai moment, celui qui a tout scellé, est arrivé une semaine plus tard lors d'un événement communautaire local, un dîner de charité à l'école de Nora. Je ne savais pas qu'il serait là. Je n'y avais même pas pensé. J'étais debout avec Evan, l'aidant avec un des billets de tombola, quand j'ai entendu la voix de Mélanie derrière moi. Le voilà. Je ne savais pas qu'il laissait entrer les étrangers ce soir. Je me suis retourné. Elle était avec maman et papa, tous bien habillés comme s'ils étaient de la royauté. Ses enfants couraient partout à proximité, attrapant des cupcakes sur la table sans demander. Ma mère ne m'a même pas regardé. Mon père a hoché la tête comme si nous étions des étrangers.
Puis il s'est tourné vers quelqu'un à côté de lui, un autre parent que je connaissais à peine, et a dit « Ce sont nos petits-enfants », en désignant les garçons de Mélanie. Ce sont eux qui comptent pour nous. Il l'a dit nonchalamment, comme si c'était juste quelque chose que les gens disent. Evan s'est figé. Il a entendu. Je pouvais le voir à la façon dont ses épaules se sont tendues. Nora avait ses bras autour de ma jambe et regardait ma mère, attendant, espérant, mais personne ne l'a reconnue. Rien. Je n'ai pas fait de scène. Je ne me suis pas approché ni n'ai rien dit en retour. Je me suis juste accroupi, je leur ai dit que nous partions, et je les ai conduits jusqu'à la voiture. À mi-chemin de la maison, Nora a chuchoté, « On a fait quelque chose de mal ?» J'ai secoué la tête, j'ai dit, non, que rien de tout cela n'avait à voir avec eux. Mais quand nous sommes rentrés à la maison, Evan est allé directement dans sa chambre. N'a pas dit un mot du reste de la soirée. C'est là que j'ai su que je ne pouvais pas continuer à espérer qu'il changerait. Pas pour moi. Pas pour mes enfants. Même pas par accident. Le lendemain matin, j'ai envoyé un courriel. Court, sans émotion, sans seconde chance. Pour être clair, je ne contribuerai pas au café. Je ne reviendrai sur aucune partie de l'entreprise familiale, et je ne souhaite plus être inclus dans les futures affaires familiales de quelque nature que ce soit. Considérez ceci comme permanent. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en attendais aucune. Et je me suis enfin senti libre. Pas heureux. Pas soulagé, mais libre. Et c'était suffisant. Les semaines ont passé. Je suis resté silencieux. Eux aussi, pendant un certain temps. Je me suis concentré sur Evan et Nora, qui ont lentement commencé à cesser de poser des questions sur grand-mère et grand-père. Leurs dessins ont changé. Les personnages y sont devenus moins nombreux. Parfois, ce n'était que nous trois maintenant. Parfois, juste eux et un grand soleil dans le ciel. Rien d'autre. Puis, un après-midi, j'ai reçu une enveloppe par la poste. Pas d'adresse de retour. Manuscrite. Je l'ai ouverte, m'attendant à plus d'amertume ou à une menace légale à demi-mot. À l'intérieur, il y avait une photo imprimée. C'était une photo mise en scène de Mélanie, ses enfants, et mes parents assis devant ce qui ressemblait à une vitrine avec une pancarte bientôt, le café du jardin dans la fenêtre. L'écriture de ma mère était griffonnée au dos. Parfois, il faut construire son rêve sans ceux qui s'en vont. Ils n'avaient pas l'argent. Je le savais. J'avais vu les chiffres, les devis, les coûts de location. Ce n'était pas possible à moins qu'ils ne trouvent quelqu'un d'autre. J'ai passé quelques appels discrets. Rien de formel, juste des conversations avec quelques vendeurs locaux et entrepreneurs avec qui j'avais l'habitude de travailler. L'un d'eux, un entrepreneur général nommé Greg, m'a rappelé. Ouais, il rame, a-t-il dit. Mélanie m'a dit que quelqu'un de l'extérieur de la ville finançait tout le projet. Partenaire silencieux. Mais voilà le hic, ils le veulent ouvert dans 6 semaines. Ce n'est même pas zoné correctement. Aucun permis déposé. Ce ne sont que des paroles en l'air pour l'instant. Quelque chose ne collait pas. S'ils avaient de l'argent réel derrière eux, ils ne pousseraient pas si vite, ne prendraient pas de raccourcis. Ils essayaient de faire croire que quelque chose se passait, probablement pour les apparences. Peut-être pour attirer quelqu'un, ou peut-être pour me faire revenir. J'ai gardé ça pour moi, j'ai observé de loin pendant qu'ils mettaient plus de pancartes, d'affiches sur les réseaux sociaux, un compte à rebours. Puis Linda a de nouveau appelé. Tu ne vas pas croire ça, a-t-elle dit. Mélanie a raconté aux gens que tu es toujours impliqué, que tu prends juste une pause de la famille mais que tu prévois de revenir pour la grande ouverture. Je n'ai pas dit un mot, Alex. Je pense qu'ils comptent sur l'idée que tu vas céder. Ils utilisent ton nom dans des conversations discrètes avec des investisseurs, disant aux gens que ton soutien arrive toujours. C'est comme ça qu'ils sont arrivés si loin. Tout prenait sens maintenant. Ils n'avaient jamais accepté que je sois parti. Pas vraiment. Ils ont juste fait semblant, pour gagner du temps, pour tisser une version de l'histoire qui les maintenait pertinents. Et maintenant, ils mentaient en mon nom pour maintenir le tout à flot. J'ai raccroché le téléphone, je suis sorti et je suis resté dans l'allée pendant un long moment. Puis j'ai pris une décision. Le lendemain matin, j'ai contacté un avocat, un bon. Pas pour quelque chose de dramatique, mais pour retirer formellement mon nom de toute affiliation légale ou commerciale persistante liée à la famille. Chaque document, chaque LLC, chaque base de données.
Mon avocat a agi rapidement. En 2 jours, j'avais des documents prouvant que j'étais légalement séparé de tout actif ou intérêt partagé avec eux. Je n'ai pas dit un mot à la famille. À la place, j'ai envoyé un seul courriel au journal local, une demande d'interview sur l'entrepreneuriat et le fait de s'éloigner des partenariats toxiques. Je n'ai pas cité de nom. Je n'ai même pas mentionné le café, mais le message était clair pour quiconque savait. Une semaine plus tard, l'article était publié. Mon visage, mon histoire, ma voix. Calme, propre, factuel. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Mais je n'en avais pas besoin, parce que je savais que la seule chose qu'ils craignaient plus que de me perdre, c'était de perdre l'illusion qu'ils m'avaient encore. 3 mois plus tard, j'ai reçu un autre message de Linda. Simple et court. C'est fini. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. J'avais déjà une idée. Pourtant, par curiosité, je suis passé en voiture devant le café. Les fenêtres étaient recouvertes de papier, l'enseigne avait disparu. La bannière bientôt était enroulée sur les bords, à moitié déchirée, flottant dans la brise. Pas de construction, pas de permis affiché, pas d'activité. Ils n'avaient jamais ouvert. Loin de là. Plus tard dans la journée, j'ai appris par un ancien fournisseur que leur investisseur silencieux s'était retiré. Apparemment, après la parution de l'article, celui où je ne citais pas de nom mais où je faisais clairement savoir que je me distanciais de quelque chose, l'investisseur a posé des questions, des vraies, et les réponses ne tenaient pas la route. Il y avait des rumeurs d'acomptes non payés, un procès d'un entrepreneur, et quelque chose concernant une fausse déclaration financière. Je n'ai pas suivi ça de trop près. Je n'en avais pas besoin. Puis, de nulle part, j'ai reçu un courriel de mon père. Une seule ligne, tu as gagné. C'était tout. Je l'ai regardé pendant un long moment. Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans. Aucun fantasme de vengeance qui se réalisait, juste la preuve que je n'avais jamais été le problème. J'ai répondu par un seul mot, adieu. J'ai supprimé le fil de discussion après l'avoir envoyé. Une semaine plus tard, j'ai emmené Evan et Nora dans une petite ville sur la côte pour le week-end. Nous avons séjourné dans une location avec un foyer extérieur et avons mangé beaucoup trop de fruits de mer. Un soir, Evan s'est assis à côté de moi, piquant une guimauve au-dessus des flammes. « Est-ce qu'on va les revoir un jour ?» a-t-il demandé. J'ai regardé le feu, puis je l'ai regardé. « Non », ai-je dit. « Et ce n'est pas grave ?» a-t-il hoché la tête. « D'accord. » Nora s'est appuyée contre moi et s'est endormie comme ça. Et j'ai réalisé que parfois, les meilleures fins sont silencieuses. Pas de feu d'artifice, pas de cris, juste une porte fermée pour de bon. Et la paix qui vient enfin quand on arrête d'espérer qu'elle s'ouvrira à nouveau.